Salut, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on fait une vidéo. Donc, c'est une vidéo sur la loi TVA, sur les auto-entrepreneurs. C'est une vidéo qui est dédiée à ce sujet de manière pragmatique, tout simplement. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Je suis auto-entrepreneur depuis 2014, blablabla. Bla, 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 bla. Les raisins de la colère, on va laisser ça de côté pour d'autres vidéos. Là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette mesure qui est en train d'être discutée, d'être validée peut-être. Euh, donc vous êtes une société en auto-entreprise, vous avez un numéro de SIRET, vous avez une activité. Euh, Première possibilité, c'est tout simplement de passer en société. Parce qu'en fait, vous avez quasiment pas d'intérêt si vous êtes déjà sur des chiffres d'affaires qui sont assez élevés, à rester en auto-entrepreneur et à payer 13,6 ou même 23% de votre chiffre d'affaires, alors qu'en société, vous payerez juste des impôts sur le bénéfice. Et bon, après, delta de modulo de votre salaire, si jamais vous vous payez, là ce sera cher évidemment de se payer. Mais si vous avez une activité qui grandit, ça peut être intéressant de passer en société. Cependant, si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes seul. Ce qui veut dire que si vous voulez monter une société, vous allez devoir faire pas mal de formalités, mais surtout vous allez avoir besoin de trésorerie. Trésorerie pour la société en elle-même, c'est-à-dire pour monter un capital social qui soit pas non plus déconnant, qui ait un petit peu d'argent. Vous allez avoir des charges qui seront lourdes pour une société comparée à une autre entreprise. Vous allez devoir prendre un comptable qui vous coûtera quand même 1500 balles. Vous allez devoir prendre des assurances. Vous allez devoir payer une somme, c'est-à-dire un revenu qui sera beaucoup plus élevé que ce que vous gagnez, ce que vous dépensiez pour la structure. Il y a ce problème. Enfin, le premier point, c'est d'avoir de la trésorerie. Si vous montez une société, ça va sûrement modifier. Vous allez peut-être pivoter, voire même complètement changer votre activité directement. Donc ça veut dire que vous allez être débutant dans un truc, et quand on est débutant, on est nul. Ça met du temps, et pour réussir à créer de la valeur ajoutée, c'est difficile, surtout si vous faites quelque chose de nouveau. Donc ce qui veut dire que ça va prendre du temps pour réussir à trouver la bonne façon, le bon appât, la bonne mise en place pour réussir à pêcher des poissons et pouvoir vivre. Cependant, vous allez devoir nourrir la bête qui est votre entreprise avant de vous nourrir vous. Donc ça va prendre pas mal de temps, ce qui veut dire que vous allez devoir prendre de l'argent pour pouvoir créer la structure, faire des investissements, faire des dépenses, acheter des choses. Et en même temps, il faut que vous ayez de l'argent pour vous, pour vivre ce que vous gagnez avant avec votre entreprise. Donc ce qui veut dire que même si vous avez une petite activité qui ne demande pas forcément beaucoup d'investissement, si votre SAS ou votre SARL ou autre que vous créez, elle coûte, mettons, 5 000 € par an, il vous faudra peut-être 2 ans, 3 ans avant de commencer à gagner des sous. Donc il faut que vous ayez déjà 2 ans ou 3 ans d'avance pour vous payer, pour maintenir votre train de vie que vous aviez en auto-entreprise. Et il va falloir nourrir la bête et après peut-être réussir à commencer à gagner plus d'argent que ce qu'elle ne coûte. Puis après diviser cette somme-là par deux et vous payer. Donc c'est une possibilité. Première étape, on change de nature de structure, on s'en bat les couilles de notre entreprise, on se barre, on va dans le grand bain des grosses sociétés, et là on va être en concurrence directe, c'est-à-dire qu'il va commencer à falloir faire des devis, des machins, enfin il faudra commencer à avoir une structure qui est... On va avoir tous les problèmes d'une structure sociale qui est adaptée pour des gens qui travaillent à plusieurs alors qu'on sera tout seul. Donc c'est quand même un gap qui est assez élevé, c'est compliqué. Euh, il y a aussi beaucoup d'activités qui ne permettent pas d'être en société. Si vous avez une activité de service, j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient du soin à la personne, qui faisaient de l'aide, qui faisaient des trucs en termes de témoignage. C'est pas forcément pratique d'être en société. Ça va pas leur apporter grand chose de passer dans ce secteur-là. Donc c'est pas forcément bon et c'est pas adapté pour tous. Euh, Deuxième possibilité, vous considérez que le bypass, on va dire 49.3 de la loi, qui est passé, on va dire, au forceps, comme on dit, euh, c'est quelque chose, c'est un événement qui est anormal. C'est-à-dire que vous, en tant que travailleur, vous avez pérennisé une activité, et là, il y a des flatulences, on va dire, au niveau du gouvernement, qui peuvent être fatales à votre activité que vous avez créée, qui est normalement robuste. Donc cette robustesse, elle est mise en cause, on va dire, de manière temporaire par des gens qui sont des enfants qui sont mariés avec leur maman qui était prof de théâtre, des angelots qui sont imberbes, ce genre de personnes-là.
peut-être que l'asile politique, enfin l'asile de politiciens qu'est le gouvernement actuel, c'est quelque chose qui va se tasser. Il y aura des gens qui seront plus raisonnables et sans doute beaucoup plus pertinents, qui arriveront et qui pourront gérer le budget de l'État. Et cette instabilité-là qui est en train de se proposer, c'est quelque chose qui qui ne va pas résister longtemps, déjà à la pression des foules, et surtout par la raison, tout simplement, parce que cette mesure-là est irraisonnable. Donc, face à cette chose établie, vous pouvez dire que, enfin, vous pouvez avoir le positionnement de dire que c'est quelque chose qui va passer. Donc, avant de détruire mon activité, avant de changer, de pivoter mon activité, etc., je vais avoir un droit de retrait, c'est-à-dire que je vais considérer que cette instabilité-là est temporaire. Et donc, pendant cette temporalité, peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas, je vais sous-déclarer mon chiffre d'affaires pour pas passer les paliers et je vais maintenir mon activité comme elle était avant, c'est-à-dire en 2024 avec les paliers précédents, etc. Donc ça veut dire que je vais, si je faisais du service, je vais passer à 24 900 et je vais déclarer 24 900 et je vais faire mon chiffre comme je faisais avant, peut-être 35 000, je sais pas. Si j'étais en chiffre d'affaires en biens et services, je vais faire 90 000 comme je faisais avant et je vais déclarer que 25 000. Donc voilà, donc je peux faire ça. C'est une possibilité. Ça veut dire aussi que pour l'instant, pour tout ce qui va être droit à la retraite, etc., on va en pâtir. Après, on peut avoir aussi un autre positionnement qui est totalement différent, c'est de dire la même chose. Pour protester, on peut faire un chiffre d'affaires à zéro ou par exemple 493 euros. C'est tous les trimestres, je vais faire 493 euros de chiffre d'affaires. Ça me paraît pas mal. Et c'est quelque chose qui est engagé. Et je pense que les intérêts supérieurs de l'État ont tout intérêt à ce que le maillage des auto-entrepreneurs continue leur activité, malgré le fait qu'il y ait justement cette incertitude au niveau politique, parce que des gens ne savent pas compter ou pas faire des économies. Donc voilà, c'est une possibilité. Ça veut dire aussi derrière que faut faire deux choses. Si on commence à sous-déclarer de manière volontaire, parce que là, on prend des risques au niveau de la gestion des entreprises, au niveau de sa structuration, et c'est personnel. Là, on prend un risque personnel. Donc ça veut dire que si on commence à faire ça, il faut faire deux choses. Première chose, il faut tenir une comptabilité quasi parfaite de l'activité réelle de sa société. Et il faut aussi avoir la trésorerie adaptée pour pouvoir payer à chaque instant tout ce qu'on doit par rapport au modèle antérieur sur lequel on se base. Donc si on se base sur le modèle de 2024 et qu'on déclare 493 euros de chiffre d'affaires et tout, au bout de 2 ans, on devra payer peut-être, je sais pas, mettons 20 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros d'URSSAF, etc. Il faut qu'on ait cette somme qui soit disponible pour que si jamais il y a un contrôleur fiscal qui vient, on puisse lui dire je me suis positionné parce que je pense que ma société, elle a de l'intérêt pour la nation et pour l'État. Là, 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 là. Voici le chèque exact de ce que je dois baser sur les règles de 2024. Voici ma comptabilité exacte que j'ai fait. Si on peut faire ça, normalement, je pense que s'il y a un contrôleur fiscal qui vous dit bah, vous allez en prison ou je sais pas, vous n'êtes pas un bon citoyen, on va vous retirer le fait d'avoir le droit de gérer des sociétés, je pense que ça m'attendrait que ça arrive. Mais bon, de toute façon, si jamais en faisant ça, on vous retire le droit de gérer une boîte, je pense que vous avez un billet directement pour aller dans un autre pays en Europe, parce que de toute façon, là, le pays ne vous acceptera plus. Et c'est très probable que vous ayez le droit de créer une société en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays ou en Allemagne, si vous n'avez plus le droit de gérer une boîte en France. À mon avis, c'est possible. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité avec aller juste au-dessous du palier ou carrément prendre une déclaration. Donc c'est quelque chose qui est incivil, mais il y a possibilité d'argumenter en fait cette façon de faire les choses. Euh, la troisième possibilité, c'est aussi tout simplement d'arrêter votre activité. Donc là, on a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Si vous arrêtez votre activité, vous devenez un particulier. Donc ça veut dire que vous pouvez toujours faire ce que vous faisiez, mais en tant que particulier. Donc vous n'avez pas forcément le droit, ni les assurances, ni machin et tout, pour faire ce que vous faisiez avant, mais vous avez peut-être toujours une base clientèle, donc vous pouvez toujours imaginer le faire. Si vous faites de la vente de marchandises, il y aura des traces, donc si jamais vous faites de la vente en ligne, moi je vous conseille de ne pas vendre trop, c'est-à-dire 5 000 euros c'est le minimum, enfin c'est le maximum qu'on puisse faire. Si vous avez des objets à vendre, vous pouvez aussi faire des déballages, des brocantes, etc. Donc vous pourrez réussir à vendre de la main à la main, donc qui a cette fois-ci sans trace, une partie de votre chiffre de vente que vous faisiez avant.
Donc si vous êtes, je sais pas, comme moi, vous vendez des petits objets, vous pouvez en vendre 5 000 en ligne et peut-être 5 ou 10 000 selon votre stock sur les marchés dans l'année. Ça fait environ 15 000 euros. Cette fois-ci, il n'y a aucune taxation. Donc si vous arriviez à vendre à, mettons, deux fois le prix, si vous vendez 15 000 euros comme ça, vous gagnez 7 500 euros. Et puis vous vous inscrivez au chômage à Pôle emploi. Enfin, au chômage, vous n'en avez pas parce que vous êtes libéral, donc vous n'avez pas droit au chômage. Mais vous pouvez avoir le RSA, le revenu de solidarité, je sais plus quoi. Et ça vous rapporte 450, un truc comme ça par mois. Donc ça fait quasiment 6 000 euros par an. Donc si vous avez une activité où vous payez à peine le SMIC, bah, en fait vous gagnez autant. Vous gagnez autant à vendre un peu au black, etc., qu'en faisant un gros chiffre d'affaires, enfin un assez gros chiffre d'affaires en vente de marchandises. Et à mon avis, c'est à peu près kiff-kiff bourricot si vous êtes du service. Ce qui veut dire que vous vous mettez en risque et surtout aussi, bah, vous arrêtez de cotiser et vous arrêtez de donner votre force de travail à la communauté au niveau des taxes et au niveau des contributions sociales. Et surtout, vous devenez dépendant des aides de l'État. Alors, c'est con à dire pour l'instant, mais c'est quand même, enfin, de dire je veux le RSA et tout, c'est la meilleure chose à faire, bah, c'est quand même un peu compliqué. Et sachant aussi que le RSA, si j'ai bien compris comment ça marchait, c'est quand on a 25 ans. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une petite minorité de personnes qui ont leur activité depuis parfois, mettons 18 ans, ça fait 20 ans, 22 ans, 4 ans, 5 ans, qui là peuvent ne plus pouvoir activer leur auto-entreprise et qui, elles, n'ont même pas accès au RSA. Donc elles sont aussi dans un niveau de précarité parce qu'elles n'ont même pas ce choix-là. Donc voilà. Voilà un petit peu l'éventail de possibilités qu'il y a. Évidemment, j'en ai sûrement oublié quelques-unes de façons de faire, mais je vois aussi beaucoup de gens avec des petites chemises et tout qui se disent oh, cette loi, c'est une vraie opportunité. Ta gueule, tu sais pas ce que tu dis. Tu vends ton business, tu vends tes formations, tu vends tes trucs et tout, ta gueule. C'est pas une bonne opportunité, c'est pas une bonne chose. Une auto-entreprise, c'est pas une entité morale. Une auto-entreprise, ça a été créé par une personne et c'est la personne. C'est quelque chose qui a été créé ex nihilo, donc la bonne phrase, de rien, de la volonté d'une personne. C'est un moule, c'est un miroir. Donc quand on vous dit, boum, prends 75% de ton CA en moins parce que c'est comme ça qu'on veut gagner de l'argent, on est l'État, c'est un truc qui se prend frontalement dans les personnes. Il n'y a pas de barrière de mode, c'est l'entité juridique, cette structure et tout. Non, c'est vous, c'est les gens qui s'en prennent plein la gueule. Allez, tchou.